Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur RTV, soyez les bienvenus, c'est l'actu, c'est d'actu et c'est surtout leur actualité. Ce soir, nous allons revenir avec mes invités sur la situation des étudiants étrangers en France. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers à vouloir s'expatrier, ils rêvent de venir étudier en France. On va en parler longuement avec mes trois invités, à commencer par Bouchra Gelab. Bonsoir Bouchra. Bonsoir. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes responsable donc, au sein de l'UEAF, l'Union des étudiants algériens en France, à Paris 8. Exactement. En Seine-Saint-Denis, et c'est à Saint-Denis d'ailleurs. Oui, c'est à l'université Vincennes-Saint-Denis. Avec nous sur ce plateau, Myriam Iguilaris. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Merci d'être présente avec nous ce soir. Avec vous, nous allons revenir, vous êtes ancienne étudiante, nous allons revenir justement concrètement sur votre parcours, les embuscades, les obstacles, les difficultés, puis les bons moments que vous avez vécus dans le cadre de vos études. Aujourd'hui, vous êtes ingénieur en biologie et pour la petite histoire, vous êtes aussi youtubeuse et votre pseudo qui s'affiche d'ailleurs en bas de l'écran, c'est Myriam Sharing. Exact, merci. Bienvenue à vous. Sofiane Denan, bonsoir, vous êtes président de l'UEAF de Paris 6. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Donc l'Union des étudiants algériens en France. Je vais commencer avec vous. Quelles sont tout simplement les étapes d'un étudiant? Je suis étudiant, j'habite à l'étranger et j'ai envie de venir étudier en France. Oui. Alors, il faut savoir qu'un étudiant, avant d'arriver en France, il passe par plusieurs étapes, notamment dans son pays d'origine. Donc, la première étape, c'est bien sûr l'inscription au CCF, Centre culturel français, qui se sont implantés un petit peu partout en Afrique. C'est à partir de là, en fait, où ils commencent à constituer un dossier. Il y a notamment un test de connaissance en français qui doit passer pour justifier de son niveau en français. Et derrière, s'inscrire, enfin déposer son dossier dans plusieurs formations proposées par des établissements français. Et qu'à la fin, il va être accepté par l'une d'entre elles, l'une ou plusieurs d'entre elles. Alors, quels sont les critères? Il faut avoir le bac, il faut avoir un bac plus 2, il faut connaître l'histoire de France par cœur. Y a-t-il des critères précis? Alors, les critères, c'est... alors, moi, je vais parler... Il y a un niveau d'études, je pense. Je vais parler du cas de l'Algérie, parce que c'est le cas que je connais le plus, étant déjà passé par là. Donc, alors, je sais que on peut déjà demander un visa d'études à partir du moment où on a un bac. Donc après, bien sûr, à n'importe quel moment, quand on est à l'université, on peut faire une demande de visa d'études à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape. C'est-à-dire, ça peut se demander au niveau de la licence, au niveau du master, ou même après la fin des études. Donc, il faut certes un minimum de niveau qui est le bac. Très bien. Myriam Iguilaris, donc vous êtes algérienne. Oui. Vous êtes arrivée en France il y a quelques années pour faire vos études. Exactement. Ça a été le parcours du combattant en Algérie ou pas? En Algérie ou ici? Déjà pour pouvoir accéder à vos études en France. Comme vous le disiez, Oui. Sofiane Denan, il y a des étapes. Oui, il y a certaines étapes à faire. C'est facile? Moi, je dirais que c'est facile parce que je l'ai fait en même temps que mon bac. Donc, je passais mon bac et en même temps, je faisais mes démarches. Je devais me déplacer à Alger parce que le centre culturel français le plus proche, c'était à Alger Centre. Et je n'habitais pas à Alger Centre. Donc, je devais faire l'aller-retour à chaque fois que j'avais un dossier. Je pense qu'il suffit juste de respecter les dates et de bien préparer le dossier qu'il faut. Enfin, la traduction de tous les bulletins et tout. Donc non, c'est facile. C'est pas facile. Quand même, remplir un dossier, mais qu'on vienne quand même sur quand on remplit son dossier, qu'est-ce qu'on nous demande? Des diplômes, une connaissance? Oui, donc on nous demande, la première des choses, comme il vient de le dire Sofiane, c'est de passer un test de connaissance en français, donc pour avoir un niveau minimum B2 pour pouvoir venir, minimum. B2, il y a C1 et C2 après. Ensuite, on a une boîte pastel qu'on ouvre sur le site Campus France. Cette boîte pastel, c'est le lien entre l'étudiant et Campus France. Donc là, on nous demande un dossier. Le dossier, c'est par exemple, moi, on m'a demandé les bulletins du lycée. Donc première année, deuxième année, troisième année. C'était en cours. On nous demande aussi les diplômes qu'on a eus et la traduction de tous ces diplômes. Voilà. Bouchra Gelab, je rappelle, vous êtes donc responsable au sein de l'UEAF Paris 6. Aujourd'hui, donc pareillement, vous pouvez revenir d'ailleurs sur votre parcours avant d'arriver en France. Mais quelles sont les difficultés
que vous recensez? Est-ce que vous avez des contacts avec des futurs étudiants qui sont à l'étranger, notamment au Maghreb et en Algérie? Quelles sont les difficultés rencontrées par ces étudiants qui ont envie de venir? Donc moi, par contre, je suis née en France. Donc mon engagement au sein de l'UEAF, c'est parce que la cause des étudiants étrangers m'a toujours passionnée et surtout j'ai été très sensible donc, aux problématiques qui leur sont liées. Et généralement, les étudiants qui nous contactent, c'est toujours sur les questions de démarche, sur les périodes aussi au niveau des inscriptions à l'université, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai décalage entre le moment où l'étudiant qui, dans son pays d'origine, souhaite s'inscrire à l'université et entreprendre toutes les démarches, et le moment où il arrive à l'université. Il y a une réelle lenteur. Il y a une réelle lenteur, et ce qui fait qu'on se retrouve énormément avec énormément d'étudiants qui se retrouvent sans inscription parce qu'ils sont arrivés trop tard pour finaliser leurs inscriptions au sein des universités françaises. Est-ce qu'on peut comparer, Sofiane Denan, par exemple, aujourd'hui on sait combien c'est difficile d'avoir un visa pour un touriste, monsieur ou madame tout le monde, algérien, algérienne, voire même marocain ou tunisien. Est-ce qu'on peut comparer les mêmes difficultés ou est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui, sous même le mandat Macron, de pouvoir dire je suis étudiant, c'est beaucoup plus facile pour moi de venir en France, ou alors il y a autant d'obstacles, autant de difficultés du moins, de critères, de choix? Peut-être que, enfin, je ne connais pas les chiffres, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas les chiffres, mais moi, à mon avis, je pense que les difficultés, on va dire que dans les deux cas, il y a des difficultés, que ce soit pour une demande de visa touristique ou pour un étudiant, il y a toujours des difficultés. Les deux, je pense, sont liés au niveau des accords entre les deux pays. Exactement, c'est lié justement aux accords de 1968 qui régissent les relations franco-algériennes. Donc je voulais juste revenir par rapport aux difficultés qu'on rencontre un étudiant dans son pays d'origine quand il veut continuer ses études ou faire ses études en France. Il faut savoir quand même qu'il faut passer par le CCF. Et il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a que 3 centres culturels français, c'est-à-dire un au niveau d'Alger, un autre au niveau de Annaba, je pense, ou Constantine, et un autre du côté d'Oran. Donc, bon, apparemment, il y en a 2 autres. Oui. Alors, mais ça reste quand même très insuffisant par rapport à la superficie du territoire algérien. C'est-à-dire que c'est dire la difficulté pour un étudiant de se déplacer, par exemple, il y en a qui font 200, 300, voire plus de kilomètres juste pour s'inscrire, pour ouvrir une boîte. Pour avoir un renseignement, parce qu'il n'y a autant, pas de voilà. téléphone. Autant ça peut être facile pour un étudiant, par exemple, qui habite à 100 km d'Alger. Et encore 100 km parfois en Algérie, c'est pas facile hein, pour avoir vécu l'expérience. Croyez-moi que parfois, pour faire 50 km, il faut la journée. Voilà, donc il faut aussi prendre en considération le côté financier. Un étudiant en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie n'a pas forcément tout le temps les moyens de... On va revenir par la suite hein, sur vraiment ces points de logistique et qui sont matériels, mais qui sont primordiaux. Mais lorsque donc, je suis dans mon pays, notamment en Algérie, malgré tout, je peux arriver à obtenir mes documents et arriver à me retrouver en France. Heureusement, parce qu'on a lu par exemple récemment un article sur TSA, un journal algérien, qui parle de 30 000 étudiants inscrits en France. Donc, c'est dire que malgré les difficultés... Ce sont les numéros 1 d'ailleurs. Hein. C'est les numéros 2 après... 30 000 étudiants algériens devant même les Chinois. Oui, devant même les Chinois, ils dévancent les Chinois. Alors la plus grande communauté estudiantine, par contre, c'est le Maroc. Qu'est-ce qui fait que la France a une telle attractivité? Alors d'abord, vous qui avez vécu, notamment Sofiane et Myriam en Algérie, pourquoi une grande partie des Algériens ont ce rêve, selon vous, sans, je vous l'accorde, rentrer, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais rentrer peut-être dans les difficultés du pays, mais c'est que c'est un rêve, il y a toujours, le rêve français existe toujours, ou c'est tout simplement pour approfondir ses études, parce qu'on n'a pas
Ouais. ces moyens en Algérie Moi, ou... je pense, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est par rapport au deuxième critère. Donc, les moyens, on n'a pas les moyens, surtout si on fait des études scientifiques ou techniques, on a besoin de matériel, on a besoin d'exercer ce qu'on apprend. On n'a pas forcément les moyens. Donc, c'est une des raisons pour laquelle venir en France, c'est une très bonne idée. Voilà. Au niveau de, oui, en comparant ces deux Après- pays, c'est qu'en France, il y a plus d'infrastructures, Voilà, oui. plus Il y a des TP, de professeurs, ouais. Enfin, en termes de TP, par exemple, en termes de TP, travaux pratiques. Ouais, les travaux pratiques, Il me exactement. reste des souvenirs. Ouais. En Algérie, malheureusement, ils sont 3 ou 4 sur le même ordinateur alors qu'ils étudient informatique. Donc, on a besoin quand même... Enfin, on n'a pas assez de matériel, je trouve, et de moyens. Voilà. Donc moi, je pense, en plus de ce qu'elle vient de dire, c'est très intéressant, c'est-à-dire dans le sens où c'est vrai, il y a un manque de moyens dans nos pays respectifs, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Quels que soient les moyens qu'on peut avoir là-bas, c'est vrai qu'en France, il y a enfin, on est un petit peu mieux, on va dire, à ce niveau-là. Donc, il faut pas oublier aussi le côté historique et culturel, parce qu'il y a quand même une proximité à ce niveau-là entre ces 3 pays-là, du Maghreb et même d'autres que je n'ai pas cités, et la France. Donc, quand on peut citer comme exemple l'Algérie, où le français, c'est quand même la 3e langue la plus parlée, après l'arabe et l'amazigh. Donc, c'est tout à fait normal que des étudiants se sentent beaucoup plus à l'aise en France, où ils pratiquent déjà la langue française. Vous pensez que c'est qu'ailleurs. aussi une des raisons. Bouchra Gelab arrivait, donc ces étudiants, lorsqu'ils arrivent en France. Je rappelle, donc vous le disiez, rectification, vous êtes né en France et vous vous investissez, donc ça c'est tout à votre honneur. Voilà. Comment vous les accueillez? Donc moi j'arrive en France, ça se passe comment? Alors j'arrive à l'aéroport d'Orly ou de Roissy, je viens vers vous, je suis déjà accueilli dans une université, dans un centre, un CRUS, voilà par exemple, voilà, ça se passe comment? Alors, Enfin, quel conseil vous pourriez nous donner? Voilà, demain j'ai réussi à avoir mon visa d'étudiant. d'accord. Donc la première question que je vous poserai, c'est est-ce que vous êtes arrivé à temps pour finaliser vos démarches administratives? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on peut vous aider à débloquer la situation, ou en tout cas sur les universités où nous sommes présents, voir avec l'administration pour vous permettre de vous inscrire administrativement, puis ensuite pédagogiquement au sein de vos cours. On peut aussi orienter les étudiants sur les questions de logement, sur les questions des aides sociales qui leur sont attribuées, parce qu'en tant qu'étudiant étranger, on n'a pas forcément accès à l'ensemble des bourses et des aides sociales qui sont proposées aux étudiants français. Et bien sûr, on a aussi vocation à créer du lien social et à favoriser ainsi l'insertion au sein de l'université des étudiants étrangers. Pour revenir sur ce que vous disiez, il se peut que j'arrive en France pour entamer des études, mais à la fois je suis en retard pour pouvoir m'inscrire. Donc il y a vraiment un décalage entre... Ça ne se fait pas en simultané, j'ai envie de dire. Oui, malheureusement, on a énormément d'étudiants qui se retrouvent avec des visas d'études qui sont délivrés beaucoup trop tard. Et certaines universités refusent d'ouvrir les inscriptions, ou en tout cas d'accepter une Et inscription. c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que lorsque je suis étudiant en Algérie ou au Maghreb par exemple, et je souhaite en tout cas être futur et arriver en France, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. L'Algérie, pour résumer, pourrait me donner mon visa tardivement sans prendre en compte les dates d'inscription et les dates d'accueil, de démarrage en France. C'est l'une des raisons pour lesquelles on se Ça n'a retrouve aucun avec sens, j'ai envie de des vous dire. étudiants sans papier, en fait. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec certains étudiants qui, malgré leur venue avec un visa d'études, ne peuvent pas s'inscrire dans l'université dans laquelle ils ont été acceptés. Donc ils cherchent une autre université qui veut bien les accepter. Et ce changement de cursus et d'université, parfois au moment du dépôt à la préfecture, ça Alors les met si en on ne difficulté. m'accepte pas, si je ne trouve pas d'université, mon visa ne sert plus à rien d'étudiant? Exactement. Alors, peut-être que je pourrais Ouais, Myriam. apporter Ouais. ce que tu En veux. fait, je voulais juste dire que si l'université n'accepte pas, on ne peut pas demander le visa. Il faut d'abord avoir l'accord de l'université. Ah, Ensuite, demander, une fois qu'on a cet accord, c'est avec ça qu'on demande un visa. Voilà. donc logiquement, l'université peut vous donner l'accord en France, mais n'est pas censée, au moment où vous arrivez, de vous accueillir
pour faute de place. Non, c'est pas ça. Quand on est en Algérie, c'est des étapes. On reçoit d'abord l'accord des universités. Une fois qu'on a ça, on peut demander le visa. On peut faire un dossier pour demander un visa. Si on n'a pas un accord des universités, on ne peut pas demander le visa. Ça, on est d'accord. Mais lorsque vous avez ce visa, vous n'êtes pas sûr d'arriver en France et d'être reçu et d'être accueilli par une fac. C'est ce que vous disiez. Non. Ah, alors apporte. Tu peux. Ouais, Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que au moment où on arrive à l'université, il y a des dates au niveau des inscriptions administratives. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Le souci, c'est que certaines universités n'ouvrent pas en termes de date. Une fois que c'est dépassé, les universités n'inscrivent pas administrativement les étudiants. Au moment où ils doivent justifier de leur inscription auprès de la préfecture pour leur titre de séjour, pour le délivrement du titre de séjour, eh bien, ils ne sont pas en capacité de prouver, en tout cas de justifier d'une inscription à Au l'université. niveau de la préfecture, mais moi la question que je posais, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir son visa avec cet accord de la faculté? Ça, je le conçois, effectivement, c'est comme un certificat d'hébergement, une invitation pour un visa touristique. Mais lorsque j'arrive avec mon visa d'étudiant en France, est-ce que l'université qui au préalable m'a dit « Ok, monsieur Cassi, pas de problème », est-ce que cette université-là se doit d'être dans l'obligation de m'accueillir? En fait, c'est là où se pose le souci dont parle justement Bouchra. Peut-être qu'il faut quand même, moi je pense qu'il faut faire un petit récapitulatif du déroulement en fait, des choses en Algérie. Donc l'étudiant s'inscrit sur la plateforme CCF, il dépose son dossier. Après son dossier, il va être soumis à des universités où il va solliciter un certain nombre de formations. C'est-à-dire que dans chaque université, il va solliciter une ou deux ou trois formations. Et là, en fait, il a, je sais plus les chiffres, mais quand j'ai fait mes démarches, donc c'était en 2012, donc j'avais la possibilité de choisir 6 formations. Ah oui, d'accord. Donc ça laisse quand même... Voilà. Donc à partir de là, donc, il est obligé d'attendre l'instruction de son dossier au niveau des 6 universités. Donc une fois qu'il a l'accord d'au moins une des universités et que lui, il valide, c'est-à-dire qu'il valide cet accord, donc il a un papier qui certifie comme quoi il y a une préinscription dans cet établissement. Et c'est grâce à ce papier-là qu'il peut déposer et solliciter un visa d'études. Est-ce qu'on est prioritaire quand on sait le nombre de demandes qu'il y a en France au niveau justement des souhaits et des choix? Est-ce que est-ce qu'il y a un quota que la France est censée accueillir en termes d'étudiants étrangers ou pas? Alors, du côté... je sais que, de toute façon, ça marche toujours avec les quotas. Ça, on rentre un petit peu dans la politique des deux pays, des relations franco-algériennes et des relations franco-maghrébines, on va dire. Il y a toujours des quotas d'étudiants. On ne le dit pas, on le dit peut-être pas, on le lit pas dans les journaux. On le dit pas officiellement, mais il y a sûrement un comptage de. Oui, en tout cas, il y a un chiffre à respecter et chaque année, la France se doit aussi de réguler en fonction des nationalités. Meriem, on va revenir un peu sur vous notamment. Alors je rappelle, vous êtes entre autres, juste par passion youtubeuse, on peut vous retrouver, vous avez consacré 2-3 vidéos à ce sujet. Vous revenez un peu sur l'hébergement, les difficultés, enfin en tout cas, peut-être pas des difficultés, mais comment se préparer. Voilà. Avant d'arriver, ok, j'ai mon visa, mais comment se préparer, l'hébergement, vous parlez d'Internet, il y a des choses. En fait, j'ai parlé des démarches, donc tout ce qui vient d'expliquer là maintenant Sofiane. Les démarches pour pouvoir venir ici. Ensuite, une fois qu'on est là, le travail, le logement, enfin, j'ai donné un peu mon expérience. Après, il n'y a pas tout à l'intérieur. Enfin, je veux dire, je ne connais pas, enfin, peut-être ils pourront nous donner plus d'informations en ce qui concerne les logements qui peuvent loger une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas de travail et en même temps, elle n'a pas des revenus quand ils arrivent, les étudiants. Donc, pour trouver un logement ici en France, il faut travailler, enfin il faut avoir des fiches de paye, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, ce n'était pas mon cas, moi j'ai été accueillie. Voilà. Donc j'ai parlé de ça et j'ai parlé aussi des difficultés rencontrées, que ce soit à la fac, pour s'adapter, pour s'intégrer et tout ça. Voilà. C'est simple de s'intégrer quand on est... Je dirais que la quand première on arrive d'un pays ouais. étranger, parce que ce n'est pas spécialement lié au Maghreb, lorsqu'on habite à Taïwan ou à Singapour, ce n'est pas si simple non plus. Alors, on est bien accueillis d'abord.
Oui, Est-ce qu'on non. passe pour une étrangère? Parce que vous n'êtes pas la seule, je pense. Oui. Dans chaque université, il y Oui, a tout un groupe. oui, moi je pense que je suis passée par une étrangère parce que je suis arrivée, enfin j'ai eu mon bac, je suis directement arrivée à la fac. Donc déjà, c'est un changement entre le lycée et l'université. Ça a dû vous faire un choc thermique, Ouais, non? c'était un choc thermique. Pas- J'arrive en plus dans un autre pays et à Paris, parce qu'à Paris, ça va vite. Ouais. Donc j'étais un peu perdue. Je dirais que la première année, elle est un peu difficile. Ensuite, à partir du moment où on commence à s'adapter, à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, les transports, enfin tout ça, et après on peut... Et au niveau des cours, ça va? Vous arriviez à suivre? C'est la même continuité dans les cursus, dans les formations entre Non, l'Algérie? Il y a un décalage tout de même. C'était très difficile pour moi, oui. C'était très difficile. Toujours, je reviens au TP parce que moi, j'ai fait de la biologie. Et donc, Oui. la biologie, c'est la théorie et en même temps, La on a beaucoup pratique. de pratique. J'étais complètement perdue parce que j'ai jamais tenu une pipette ou j'ai jamais tenu... Enfin, oui. voilà, j'ai jamais manipé. Et je me retrouve directement dans un TP et tout le monde... Vous êtes dans le bain tout de suite, il faut Voilà, savoir nager. exactement. Donc j'étais là à dire voilà, moi je viens d'arriver, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Après, on m'expliquait. Je trouve que les profs, ils étaient là à l'écoute, ils essayaient de m'aider, essayaient de m'expliquer. Donc ça va, c'était... Intéressant ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a tout de même un accueil, enfin, il y a une oui. sensibilisation, il y a une prioritaire au niveau des professeurs. Il y a aussi une association, enfin, je ne sais pas si c'est une association, mais d'ailleurs peut-être tu la connais, pour les étudiants étrangers, pour ceux qui arrivent en licence, on leur donne des cours à partir de 18 h. Si jamais ils n'ont pas compris des cours, il y a des étudiants qui viennent nous expliquer un peu ce qu'on n'a pas compris. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Oui. On va revenir matériellement. Bien sûr, si vous avez envie d'évoquer des sujets, hein, etc., vous n'hésitez pas. Alors effectivement, quand on arrive, vous avez été accueillis, c'est super. Voilà, je crois que vous avez eu de la chance, mais j'ai envie de dire tant mieux. C'est pas le cas Mais de tout le lorsqu'on monde. arrive et on n'a pas spécialement les moyens, d'ailleurs j'ai un ou deux exemples comme ça à l'esprit. Comment on fait pour être hébergé? Vous parliez notamment de 1 000 €. Enfin, le GPS, il est important. Ce n'est pas anodin, c'est des exemples, mais le web est important, Internet est important. Alors, on vient vers vous et vous nous offrez tout ça à l'UEAF ou ça se passe comment? On nous offre une orientation plutôt, plutôt qu'un logement. Mais c'est vrai que c'est une problématique sur laquelle nous, on essaye d'avancer avec les institutions, notamment le CROUS, donc qui est en fait un organisme de l'État qui est dédié aux étudiants et notamment sur les questions sociales, de logement et de restauration et de logement et d'aide sociale. Et donc aujourd'hui, le Crous a déjà des places très limitées, que ce soit pour les étudiants en France et encore plus limitées pour les étudiants étrangers. Ce qui fait que l'une des seules aides qui pourrait leur être apportée, en tout cas au niveau de l'État, est très limitée, très compliquée en termes d'accès. Et on se retrouve avec énormément d'étudiants étrangers à devoir orienter et qui se retrouvent à la rue. Donc dans ces cas-là, nous, on essaye de les accompagner, que ce soit dans les démarches auprès des assistantes sociales au sein de l'université, mais aussi dans des groupes un peu plus privés et de type économie sociale et solidaire qui sont sensibilisés sur ces questions-là. C'est tout de même risqué de pouvoir se dire je vais étudier, mais attention, je n'ai pas spécialement les moyens. C'est un risque. Je ne sais pas quel a été à votre cas, Sofiane, en arrivant. Mais je peux en citer je peux raconter des histoires comme ça de gens qui sont arrivés, qui ont galéré. C'est un peu inconscient quelque part. On va dire que c'est une aventure parce que un Algérien, un Marocain, un Tunisien, un Libyen ou autre, il n'a pas forcément les moyens de rêver. Pas les moyens, mais à la fois, j'ai un rêve, une aventure, je dois absolument quitter mon pays pour étudier. Donc voilà, il est motivé. Donc il y a une forme de motivation, il y a une forme d'envie d'essayer de tenter quelque chose. Donc moi, je peux citer pas mal de mes amis, des gens que je connais qui ont quand même réussi. Ils sont maintenant cadres dans des entreprises. En même temps, ils aident d'autres personnes qui arrivent justement comme eux l'ont fait il y a quelques années. Donc, et comment ont-ils fait? Bouchra Gelab évoquait à l'instant effectivement que le Crous était là. Effectivement, en France, faut être clair, il y a un système d'accueil qui est présent, il y a un système social, de santé, même d'hébergement. Il manque beaucoup de places, il manque des moyens. Comment ont-ils fait ces étudiants? C'est le réseau, on dort dans la rue, on galère. C'est un peu de tout, moi je dirais un peu de tout.
Ouais, moi, je tiens juste à avec une petite précision. Quand on nous demande, enfin, lors des démarches, on nous demande, quand on fait une demande de visa, on nous exige d'avoir 7 000 € dans un compte étranger. Et ces 7 000 €, c'est pas anodin en fait. C'est par exemple un étudiant, il a vraiment ces 7 000 €. En arrivant en France, je pense que 7 000 € peuvent, en mois pour 10 mois. Ouais, oui. Avec 6 mois, en un, tout oui, cas, enfin, 6 Mais mois. combien sont les étudiants maghrébins qui ont justement Mais à apparemment, leur d'après ce que disposition dit, les 7 000 €? oui, voilà, C'est ça donc le voilà, souci c'est ça. aussi. Hein. C'est ça en fait. Ils n'ont pas les 7 000 €. Ils essayent de trouver une Mais solution. justement, c'est Donc on arrive à fausser un peu le... Voilà, exactement. le système, exactement, Voilà, pour ouais. pouvoir accéder à ce rêve qui est de Par venir faire. Oui. La précarité des étudiants étrangers, c'est une réalité. On en a énormément à devoir accueillir au sein de l'UEF et d'autres organisations syndicales au sein des universités qui se retrouvent à la rue. Et c'est sûr qu'on est des étudiants, on fait notre maximum, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a besoin que les États qui envoient leurs étudiants et qui reçoivent les étudiants étrangers soient conscients qu'aujourd'hui, il y a des responsabilités à prendre envers ces personnes Oui, en il ne termes suffit d'accueil. pas d'accueillir. Il faut aussi, à un moment donné, mettre les moyens et être sensible à cet accueil et à ce bon déroulement au niveau des études de ces étudiants. Je voudrais juste qu'on évoque, le temps avance, qu'on évoque la situation de certains étudiants qui, malheureusement, parfois sont amenés aussi à être expulsés. Je pense notamment à Samy, qui a été libéré grâce notamment aussi à vous, grâce aux médias, grâce à la presse, aux réseaux sociaux. Comment peut-on, en étant étudiant, en ayant eu son visa, comment peut-on en arriver à un moment donné à se faire expulser? Si on évoque par exemple le cas de Samy, donc lui c'est un étudiant algérien qui est arrivé avec un visa d'études. Donc le souci qu'il a eu, c'est qu'à un moment donné, il fallait qu'il renouvelle son titre de séjour parce qu'il arrivait à expiration. Malheureusement, le jour où il devait déposer donc, son dossier pour renouveler son titre de séjour, il avait un examen. Donc le souci justement qu'il a eu après, c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que juste après, il a essayé de prendre un autre rendez-vous. Et c'est là où ça bloque un petit peu au niveau des préfectures ici en France, c'est qu'en fait ils ont une telle charge sur eux que parfois on n'arrive pas à prendre rendez-vous. On n'arrive pas, il y a un manque d'informations au niveau des préfectures, que ce soit sur les dossiers à constituer, que ce soit sur les démarches à suivre, que ce soit sur... Il y a un tel manque que On peut il y a des étudiants qui se à perdent. l'insu de son plein gré, en arriver à une situation Oublier, expulsable. se perdre un petit peu. Il y en a même qui arrivent jusqu'aux phobies administratives parce que je ne vous parle pas des dossiers à fournir chaque année parce qu'un étudiant, il doit renouveler son titre de séjour, avant l'arrivée de la nouvelle loi de 2016 qui... Alors, vous me prenez les mots de la ouais. bouche. On va avancer justement. Lorsque moi, j'ai obtenu mon visa d'étudiant, c'est quoi? C'est 3 mois? 6 mois? Non, c'est 3 c'est mois. 3 mois. C'est 3 ouais, mois. 3 mois, On est ouais, d'accord. facilement. Donc, j'arrive, j'ai 3 mois d'études. Bon, 3 mois d'études, ce n'est rien. Donc, pour renouveler ceci, c'est quoi? Je me rends à la préfecture à nouveau au bout de 3 mois. Alors, il faut tout de suite se rendre à la préfecture. Dès qu'on arrive, c'est Dès qu'on a ouais. l'inscription, dès qu'on est Direct. inscrit, en fait, Ça pas vous fait rire, directement. Myriam? Vous avez Ouais. des souvenirs? Pourquoi? Ouais, parce que c'est ce que j'ai cité dans ma vidéo. Dès qu'on arrive, on a tout directement. Exactement. On n'a pas le temps de Donc, ce qui est bon, s'adapter. vous allez reprendre, Sofiane Denan, mais ce qui est bon, c'est encore une fois les réseaux, le bouche à oreille. C'est vraiment discuter si vous nous regardez outre la Méditerranée. N'hésitez pas, via les réseaux sociaux, via le UAF, via ces associations, de prendre des conseils. Et dès que vous arrivez, vous allez à Bobigny et la préfecture vous accueillera. Je vous en prie. Justement, c'est là où se situe, je dirais, le rôle de l'UAF, c'est d'orienter les étudiants quand ils arrivent, de tout de suite les mettre dans le bain. Afin Que ce soit au sein de la faculté ou dans leur environnement, on va dire, sociétal en France. Parce qu'en fait, la difficulté pour un étudiant étranger, c'est déjà de s'imprégner de l'environnement qui l'environnement, l'entoure. la gastronomie, le système, les Et c'est ça transports. qui est, c'est très très compliqué. Et c'est là où, en fait, on intervient. Et on intervient aussi sur d'autres volets qui est... En tout cas, vous êtes là pour les guider. Voilà. Je voudrais qu'on revienne tout de même. C'est lorsque j'ai eu mon visa, donc au bout de 3 mois. Donc dès que j'arrive, parce que c'est vraiment important ça, il suffit, rien n'est acquis apparemment.
lorsque j'arrive en France, c'est loin d'être terminé. Donc j'ai un visa de 3 mois et C'est là dès que que ça j'arrive, commence. Ouais. c'est là que ça commence. C'est là que ça Exactement. commence. Donc j'arrive, je me rends à la préfecture, pourquoi? Alors, pas directement. Il faut d'abord aller s'inscrire parce qu'en fait, avant d'arriver en France, on a sa préinscription. C'est ce que Donc, disait Myriam une fois, Bouchra-Gelab tout à l'heure. alors une fois sur le sol français, là, il a l'obligation d'aller s'inscrire effectivement sur Sur son lieu d'études. Exactement. Très bien. Donc, à partir de là, il a une inscription, une attestation d'inscription. Et c'est grâce à celle-ci qu'il doit déposer en fait ensuite un dossier auprès de la préfecture de sa résidence ou récemment aussi ça a été changé ou il y a eu des simplifications. Il peut même déposer au niveau de la préfecture de son établissement d'accueil un dossier pour justement solliciter un titre de séjour d'une année. Très On bien. a un Donc après- récépissé, du coup. Après, on nous donne un récépissé, on ne nous donne pas directement la carte de séjour. C'est ça. Une fois qu'on nous donne le récépissé, il est valable 3 mois aussi, je pense. C'est ça, Voilà. exactement. Donc après, chaque 3 mois, il faut aller à la préfecture, refaire la même chose. Donc la Bon, première alors aller année... à la préfecture, effectivement, c'est peut-être le parcours du combattant, mais bon, il faut bien y passer. Mais qu'est-ce qui va justifier le fait qu'à la préfecture, on me donne un nouveau récépissé, on me donne mon titre de séjour? C'est une nouvelle inscription? Non, le récépissé, on le renouvelle automatiquement. Si on le donne la première fois, la deuxième fois, on va nous le donner. sauf Même si sans notre- être inscrit en tant qu'étudiant? Ah non, même- non, ce qu'il veut on est nous dire, d'accord. il faut commencer par l'inscription. Parce que Pour sans une année. inscription, on ne peut pas avoir, Alors, on peut pas commencer les sans démarches. inscription, Ouais. pour un étudiant étranger, c'est OQTF, obligation de quitter le Donc plus je territoire continue français. mes études, une année de fac, 2 années, une licence, un master, jusque-là, je peux renouveler mon récépissé. Non, le récépissé, c'est juste la première. En fait, la C'est la première fois, première, on nous donne un récépissé. Ensuite, pour que la carte soit prête, ça prend à peu près 8 mois, une année, je ne sais pas. Enfin, chaque préfecture a ses dates, enfin, a ses. L'échéance. Ses règles et voilà, ses organisations. exactement. Donc, on nous donne un récépissé. Ensuite, chaque 3 mois, il faut essayer de le renouveler, sauf si notre carte elle est prête. Si elle est prête, on a la carte qui est valable une année. Une fois qu'on a la carte, une année après, il faut renouveler sa carte. Alors une fois qu'on a la carte, on peut arrêter ses études et Non. puis Non, vivre pas du tout. normalement. Non, parce que en fait, à chaque à fin, partir du moment où il y a un titre de séjour, bon, Oui, rien que- mais il va en fait, expliquer on pourquoi. a un titre de séjour d'une année. Ouais. C'est-à-dire que pour renouveler ce titre de séjour, on est jugé sur ce qu'on a fait durant cette année. Exactement. C'est-à-dire que dès le moment où on a envie de renouveler son titre de séjour, on nous demande des justificatifs. Alors lesquels? Pour ça, les relevés de notes, parfois des attestations des De stage. responsables de formation pour Ah oui. dire que cette personne, elle est vraiment assidue. Ouais. Elle assiste au cours, elle Exactement, assiste au ouais. TD, elle assiste. C'est-à-dire que Ah oui. il scrute vraiment, il veut vraiment savoir si... Si on était là, oui. Voilà, si on parce a- qu'on est là pour étudier, donc à un moment donné, il faut qu'on fasse ce pourquoi on est venu Exact, en France. Je ne peux pas travailler en tant qu'étudiant. Ça c'est. Si, on peut Si. travailler, mais il faut avoir une autorisation de travail. Donc, Alors, donc en fait, sur ce point-là, il y a c'est un deux peu- cas. oui. Il y a deux cas. Donc je vous explique. Il y a le cas général où, quand je parle de cas général, c'est-à-dire qu'il y a une exception qui s'appelle l'Algérie. Alors l'Algérie, elle est régie jusqu'à maintenant par des accords qui ont été signés en 1968. Alors il y a eu des avenants, il y a eu 3 avenants. Ça n'a pas apporté grand-chose, malheureusement. Mais au moment de la signature des accords, les Algériens étaient les seuls à avoir l'accès, les seuls étrangers à avoir l'accès au travail en France. À C'est-à-dire l'époque, que c'était plus facile. Ils étaient un c'était- peu privilégiés. C'était un privilège pour les Algériens. Mais avec le temps, l'évolution des choses a fait que la France a voté d'autres lois. Ils ont voté, enfin, il y a une autre, on va dire, une autre juridiction qui gère les ressortissants étrangers. À partir de là, donc là, au moment où on en parle, l'Algérien, c'est l'étranger le plus défavorisé en France. Et ça, c'est vraiment condamnable. Alors, on parle des étudiants étrangers. Étudiants étrangers, bien sûr.
Voilà. Donc les étudiants étrangers d'origine algérienne sont est la communauté la plus, on va dire, défavorisée. Alors vous évoquez, vous à dites ce ça en moment, prenant en ouais. compte de tous les éléments que nous évoquons depuis le début de cette émission, c'est les démarches, les complexités en arrivant en France, ou là vous parlez vraiment en termes de travail? Là, on parle vraiment en termes de travail. Parce que d'autant plus que, en fait, c'est-à-dire que je voulais finir par rapport à ce que j'avais entamé au début. Oui, je vous en prie. Donc, pour un étudiant, prenons l'exemple d'un étudiant tunisien. Alors lui, il a le droit à travailler, il a droit à 965 heures par année. Et il n'a pas besoin de solliciter une quelconque autorisation de travail pour être Ce qui est pas embauché. mal, hein, Ouais. pour donner un élément d'information, on est à 35 heures par semaine en France, donc c'est plutôt pas mal. 1000 heures, C'est ça à peu permet- près la moitié, ça. 50%, on va dire. Par contre, dans le cas algérien, déjà qu'un Algérien, en fait, il n'a droit qu'à 800, à peu près 800 heures par année, c'est-à-dire qui est 17 nettement heures par semaine. moins que, voilà, À peu Oui. près, c'est 17 heures 17 par heures par semaine. Ouais. Exactement. Et en plus, il a l'obligation de solliciter une autorisation de travail auprès de la directe de la préfecture de sa résidence, enfin à l'endroit de sa résidence, pour qu'on puisse l'embaucher. Ouais. Ce qui fait, enfin, Mais c'est qu'est-ce dû à que quoi ça ces crée différences? Donc, Pour pas employer des bah, termes justement, un peu- c'est lié au fait que Des accords de depuis Des accords. 1968, donc mis à part les 3 avenants que je dirais mineurs, hein, donc il n'y a pas eu Mais à part les accords d'évolution. d'Évian de 62 C'est qui ont lié vraiment évolué, ouais. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas mettre tout le monde sur le même piédestal? Bah, il faut que les deux Les pays- accords. Il faut que Ah les oui. deux États puissent Ouais. communiquer, essayer Donc c'est ce que je vous demandais au de départ, faire évoluer avant un petit peu d'entrer en plateau, la c'est que situation. la Voilà. situation, la relation géopolitique qu'il y a un peu entre les deux pays, quelque part, les étudiants aussi sont victimes touchés, collatéraux, bien sont sûr. touchés. Bien sûr. Directement. Directement, ils sont directement touchés par la froideur des relations entre l'Algérie et la France. Ça, c'est sûr. Après, c'est à ça que servent nos associations et nos syndicats. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question du renouvellement, il y a une chose que le syndicat de l'UEF a réussi à mettre en place au sein des universités, c'est le guichet unique. Donc, on permet aujourd'hui aux étudiants étrangers, au lieu de renouveler leur titre de séjour auprès des préfectures, de le faire directement sur l'université. Donc, ça permet aussi d'avoir un peu moins de stress au moment du dépôt, du renouvellement et un meilleur accompagnement, plus bienveillant auprès des étudiants dans Oui, ces ça, c'est situations-là. génial, franchement, ça, j'aurais bien aimé avoir une association, enfin, vous connaître à cette époque, parce qu'apparemment, vous existiez déjà, mais parce qu'aller chaque année renouveler, se lever très tôt, pas faire une queue de 3 heures, 4 heures debout, en plein hiver, c'est pas Vous l'avez évident. vécu, vous l'avez Oui, fait? je l'ai vécu, je le faisais chaque année, je faisais la même chose. Donc avoir des personnes qui peuvent s'occuper de ça, franchement, je pense que ça facilite la vie aux étudiants étrangers. Alors, je vais parler aux citoyens que vous êtes maintenant. La mixité, la richesse, c'est aussi l'apport d'étudiants. Vous apportez votre expérience, vos compétences. Quel regard vous avez un peu de cette société où voilà, on a une image, notamment en France, hein, l'image en France des étrangers, des migrants, de l'immigration devient de plus en plus complexe. Quel regard vous avez ou comment vous voyez un peu les choses à l'avenir pour les personnes qui souhaiteraient maintenant venir? C'est peut-être de plus en plus difficile. Moi, je dirais si on est sérieux et c'est vraiment on travaille et on montre qu'on est là pour travailler, on veut atteindre un certain objectif ou notre rêve, il n'y a pas de problème, on est très bien accepté et on s'adapte facilement après avec le temps, bien sûr. On est très bien accepté. Vous avez vécu des moments difficiles de rejet? Alors, je ne parle pas en termes de matériel et de queue à la préfecture, bon Ouais. ça, mais vraiment en termes de, peut-être est-ce qu'à un moment donné, votre pays, parce que ça aussi, il faut le prendre en compte et c'est le message qu'il faut peut-être faire passer aux futurs étudiants d'ailleurs, hein, du Japon, d'Algérie ou du Canada, c'est que quitter son pays, sa famille, c'est difficile aussi et peut-être que vous avez vécu des moments de rejet, de discrimination peut-être, j'ai peut-être un peu fort aussi dans les mots, mais...
Moi, je dirais à la préfecture, j'ai vécu ça, mais sinon, à l'université, non. Je n'ai pas eu ce problème. Et maintenant, je travaille dans un laboratoire avec il y a des Français, des Européens, enfin, il y a Et à de la tout. préfecture, vous avez vécu quoi en termes de rejet ou La manière dont on nous parle, on dirait qu'on n'est pas des êtres humains. Je On nous confirme. parle d'une manière, on nous humilie en fait. C'est D'ailleurs, une je crois que humiliation Sofiane, directe. il y a quelques mois ou quelques semaines, Non, vous aviez vécu dites-moi. une expérience comme celle-ci à la préfecture, il me semble, non? Non, pas moi particulièrement, mais oui, ça m'est arrivé par le passé, mais pas cette année. Juste, je voulais revenir sur l'histoire de l'autorisation de travail pour dire justement quelle est la discrimination que vivent les étudiants algériens en France, parce qu'il faut vraiment parler de ça. Il faut savoir qu'un employeur, quand il a besoin de recruter quelqu'un, bah, enfin, moi je dirais que c'est la logique des choses, il passe un petit peu par le chemin le plus court. Donc, il faut savoir aujourd'hui que des étudiants algériens, on les refuse, enfin on refuse, on ne veut pas les recruter à cause de la démarche de demande d'autorisation de travail qui est un plus par rapport aux autres nationalités. C'est-à-dire que que l'employeur, pour aller vite, il nous reste encore quelques petites minutes, c'est-à-dire que l'employeur a peut-être envie d'embaucher, mais étant donné ses complexités administratives, ses complications administratives, il se dit, bon, moi l'Algérie, j'y touche pas, pour aller vite un peu. Alors il n'y a pas longtemps, juste par anecdote, j'ai parlé avec une étudiante algérienne qui a passé ses entretiens dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom et qui a été acceptée à la fin. Et jusque-là, en fait, on ne lui avait pas demandé de quelle nationalité elle était. Donc au moment où elle devait présenter un dossier, donc elle leur a présenté un titre de séjour algérien, c'est là qu'ils ont compris en fait qu'il fallait solliciter une autorisation de travail. Donc l'employeur, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'il a peur de la démarche, peut-être qu'il ne veut pas trop se casser la tête. Ils ont annulé avec elle, c'est-à-dire qu'ils ont annulé une discrimination, exactement. Donc là liée plus aux démarches administratives. Ils ont pris quelqu'un d'autre, d'une autre nationalité, pour éviter justement cette démarche. Donc je trouve que c'est très grave et c'est condamnable dans un pays comme la France. Le problème, c'est que ce n'est pas un cas isolé. C'est une chose que l'on retrouve assez souvent par rapport aux étudiants algériens. Et c'est vrai que quand on doit justifier de ressources, etc., c'est compliqué de pouvoir pas avoir de travail. Voilà, si les instances, les élus politiques nous entendent aussi, vous l'avez compris, parfois les entreprises ont envie d'accueillir des étudiants, notamment algériens, mais de par ces démarches-là, ça leur crée des problèmes ou des craintes, des attentes. Les entreprises doivent travailler et à un moment donné, on est amené à vous refuser, encore une fois, sans faire de généralité. On l'a compris, merci à tous les trois. Donc l'UEAF, c'est cet organisme, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Je rappelle que mercredi soir, donc à la Sorbonne, donc vous allez recevoir à Paris 6. Vous allez donc on va recevoir 4 intervenants pour justement évoquer les perspectives. Le changement de statut. Alors le changement de statut, c'est un peu la chose qui vient après les études. Donc c'est aussi une étape très importante dans la vie d'un étudiant en France, d'un étudiant étranger en France. Donc on va évoquer un petit peu les différentes dimensions qui sont liées à cette thématique. Quand on voulait vraiment vous proposer ce premier numéro, en arrivant en France, un peu quelles sont les démarches et peut-être qu'on pourra se retrouver d'ailleurs pour évoquer. On vous y convie, hein. Vous pourrez venir. Écoutez, moi je serai présent le 24 octobre, mais on aura peut-être le plaisir aussi de se retrouver sur un prochain plateau pour évoquer le changement de statut. J'ai fini mes études. Et vous avez trouvé du travail facilement, Myriam? Non, pas facile. Enfin, j'ai passé 9 mois à chercher et c'était pas facile, mais j'ai eu 2 entretiens, donc j'ai pas été aussi... 9 mois, 2 entretiens, vous travaillez, ça va. Oui, peut-être. Moi, j'avais peur de ne pas trouver un travail, donc ça me stressait, mais sinon, oui, j'ai trouvé un travail au bout de 9 mois. Merci à tous les trois. Donc, je rappelle, Bouchra Gelab, vous êtes donc responsable à Paris 6, à Paris 8, à l'UEAF, l'Union des étudiants algériens de France. Myriam, j'ai oublié votre nom de famille. Iguilariz. Merci Bouchra Gelab. Myriam Iguilariz, donc je rappelle, vous êtes ingénieure en biologie et vous tenez notamment vous êtes youtubeuse. Voilà, on peut vous retrouver sur des conseils beauté et puis aussi ces 3 vidéos dont vous apportez quelques conseils autour de cette thématique, la situation des étudiants étrangers en France. Sofiane Denan, merci.
Merci de Je m'avoir rappelle invité. que vous êtes président, vous, de l'UEAF à Paris 6. À Paris 6. C'est bien ça. Merci Abdellah et toute ton équipe d'avoir réalisé cette émission. À très vite pour un nouveau numéro de l'Actu